À côté des voitures, devant le porche où j'attendais, était planté comme un arbrisseau d'une espèce rare, un jeune chasseur qui ne frappait pas moins les yeux par l'harmonie singulière de ses cheveux colorés que par son épiderme de plante. À l'intérieur, dans le hall qui correspondait au narthex, ou église des catéchumènes des églises romanes, et où les personnes qui n'habitaient pas l'hôtel avaient le droit de passer, les camarades du groom extérieur ne travaillaient pas beaucoup plus que lui, mais exécutaient du moins quelques mouvements. Il est probable que le matin ils aidaient au nettoyage, mais l'après-midi, ils restaient là, seulement comme des choristes qui, même quand ils ne servent à rien, demeurent en scène pour ajouter à la figuration. Le directeur général, celui qui me faisait si peur, comptait augmenter considérablement leur nombre l'année suivante car il voyait grand. Et sa décision affligeait beaucoup le directeur de l'hôtel, lequel trouvait que tous ses enfants n'étaient que des faiseurs d'embarras, entendant par là qu'ils embarrassaient le passage et ne servaient à rien. Du moins, entre le déjeuner et le dîner, entre les sorties et les entrées des clients, remplissait-il le vide de l'action, comme ces élèves de Madame de Maintenon, qui sous le costume de jeunes Israélites, font intermède chaque fois qu'Esther ou Joad s'en vont. Mais le chasseur du dehors, aux nuances précieuses, à la taille élancée et frêle, non loin duquel j'attendais que la marquise descendît, gardait une immobilité à laquelle s'ajoutait de la mélancolie, car ses frères aînés avaient quitté l'hôtel pour des destinées plus brillantes, et il se sentait isolé sur cette terre étrangère. Enfin, Madame de Villeparisis arrivait. S'occuper de sa voiture et l'y faire monter eût peut-être dû faire partie des fonctions du chasseur. Mais il savait d'une part qu'une personne qui amène ses gens avec soi se fait servir par eux, et d'habitude donne peu de pourboire dans un hôtel, que les nobles de l'ancien faubourg Saint-Germain agissent de même. Madame de Villeparisis appartenait à la fois à ces deux catégories. Le chasseur arborescent en concluait qu'il n'avait rien à attendre de la marquise, et laissant le maître d'hôtel et la femme de chambre de celle-ci l'installer avec ses affaires, il rêvait tristement au sort envié de ses frères et conservait son immobilité végétale. Nous partions. Quelque temps après avoir contourné la station du chemin de fer, nous entrions dans une route campagnarde qui me devint bientôt aussi familière que celle de Combray, depuis le coude où elle s'amorçait entre des clos charmants, jusqu'au tournant où nous la quittions et qui avait de chaque côté des terres labourées. Au milieu d'elle, on voyait çà et là un pommier, privé il est vrai de ses fleurs et ne portant plus qu'un bouquet de pistils, mais qui suffisait à m'enchanter parce que je reconnaissais ses feuilles, inimitables, dont la large étendue, comme le tapis d'estrade d'une fête nuptiale maintenant terminée, avait été tout récemment foulée par la traîne de satin blanc des fleurs rougissantes. Combien de fois à Paris, dans le mois de mai de l'année suivante, il m'arriva d'acheter une branche de pommier chez le fleuriste et de passer ensuite la nuit devant ces fleurs où s'épanouissait la même essence crémeuse qui poudrait encore de son écume les bourgeons de feuilles et entre les blanches corolles desquelles il semblait que ce fût le marchand qui, par générosité envers moi, par goût inventif aussi et contraste ingénieux, eût ajouté de chaque côté, en surplus, un saillant bouton rose. Je les regardais, je les faisais poser sous ma lampe, si longtemps que j'étais souvent encore là quand l'aurore leur apportait la même rougeur qu'elle devait faire en même temps à Balbec. Et je cherchais à les reporter sur cette route par l'imagination, à les multiplier, à les étendre dans le cadre préparé, sur la toile toute prête de ces clos dont je savais le dessin par cœur et que j'aurais tant voulu et qu'un jour je devais revoir, au moment où avec la verve ravissante du génie, le printemps couvre leur canevas de ses couleurs. Avant de monter en voiture, j'avais composé le tableau de mer que j'allais chercher, que j'espérais voir avec le soleil rayonnant, et qu'à Balbec, je n'apercevais que trop morcelé entre tant d'enclaves vulgaires, et que mon rêve n'admettait pas de baigneurs, de cabines, de yachts, de plaisance. Mais quand la voiture de Madame Villeparisis étant parvenue en haut d'une côte, j'apercevais la mer entre les feuillages des arbres, alors sans doute de si loin disparaissaient ces détails contemporains qu'il avait mis comme en dehors de la nature et de l'histoire. Et je pouvais, en regardant les flots, m'efforcer de penser que c'étaient les mêmes que le comte de Lille nous peint dans l'Orestie, quand, tel qu'un vol d'oiseaux carnassiers dans l'aurore, les guerriers chevelus de l'héroïque Hélas, de 100 000 avirons battaient le flot sonore. Mais en revanche, je n'étais plus assez près de la mer, qui ne me semblait pas vivante mais figée. Je ne sentais plus de puissance sous ces couleurs étendues comme celles d'une peinture, entre les feuilles où elles apparaissaient, aussi inconsistantes que le ciel, et seulement plus foncées que lui.